Rendez-vous dominical avec l'actualité si vous nous rejoignez. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche 26 juillet 2026. Place à l'actualité du jour. Lancement officiel de la 32e édition de la campagne nationale de reboisement placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. C'était ce samedi 25 juillet 2026 au Palais des Pionniers de Dianéguéla, en commune 6 du district de Bamako, placé sous le thème « La jeunesse au cœur de la citoyenneté environnementale pour un Mali plus vert et plus résilient ». On fait le point avec Lala Kouyaté et Nouhoum Kone. Le temps de cette 32e édition de la campagne nationale de reboisement a été donné en commune 6 du district de Bamako en présence des autorités communales qui, à leur tour, accueillent la campagne à bras ouverts et dans la même veine témoignent leur accompagnement en mobilisant l'ensemble de la population à planter des arbres pour l'atteinte des objectifs. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, la jeunesse au cœur de la citoyenneté environnementale pour un Mali plus vert et plus résilient, nous rappelle que la préservation de notre environnement est une responsabilité collective. Face au défi du changement climatique et à la désertification, la dégradation de nos ressources naturelles, chacun de nous a un rôle essentiel à jouer. La jeunesse, par son dynamisme, son encouragement et sa capacité d'innovation, constitue un acteur incontournable dans la construction d'un avenir durable. Dans ce cadre, investir dans la sensibilisation et l'implication des jeunes, c'est investir dans un Mali plus vert, plus résilient et plus prospère. La commune 6 réaffirme son entière disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant la protection de l'environnement, à travers des actions de sensibilisation, d'assainissement, de plantation d'arbres et de mobilisation communautaire. Les partenaires techniques et financiers présents à la cérémonie d'ouverture adressent leur profonde gratitude à l'endroit du gouvernement malien pour avoir renforcé la franche collaboration avec les partenaires du groupe thématique environnement et changement climatique. Ce lancement est un signal fort envers tout un chacun afin de redonner un visage végétal au Mali, mais aussi de faire le suivi et la protection des arbres plantés. La campagne que nous lançons aujourd'hui est plus qu'une simple opération de plantation d'arbres. Elle est un appel à la mobilisation générale. Sa réussite dépendra de l'engagement de toutes et tous. Administration publique, collectivités territoriales, organisations de la société civile, établissements scolaires, associations des jeunes et des femmes, le secteur privé et les communautés locales. J'invite donc ici les jeunes à devenir les ambassadeurs de cette campagne. Vous êtes les héritiers de cette terre, de ces forêts et les garants de l'avenir de notre planète. Votre énergie, votre créativité et votre sens de l'engagement seront essentiels pour assurer le succès et la durabilité de nos efforts. Mesdames et messieurs, planter un arbre est un acte simple, mais sa portée est immense. C'est un geste d'espoir, un geste de responsabilité et un geste de solidarité envers les générations futures. Planter un arbre, c'est placer une foi en l'avenir. C'est fort de cette conviction que le premier arbre de cette 32e édition a été planté par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, au Palais des Pionniers. Pour cette saison hivernale, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, entend planter plus de 21 millions de pieds, dont 2 millions seront plantés dans les 72 heures de la campagne, dira le ministre des tutelles. Le choix du Palais des Pionniers pour accueillir cette cérémonie n'est nullement fortuit. Il traduit la volonté commune du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et du ministère de la Jeunesse des Sports, chargé de l'instruction civique, de la construction citoyenne, de placer la jeunesse au cœur de cette nouvelle dynamique nationale. Il s'inscrit également dans la dynamique de l'année de la culture et de l'éducation,
décrété par le président de la transition, chef de l'État. Notre pays est aujourd'hui confronté à des défis environnementaux majeurs: la dégradation du couvert végétal, la désertification, l'appauvrissement des terres, la perte de la biodiversité, la déforestation, la pollution des cours d'eau, les effets de plus en plus perceptibles des changements climatiques, ainsi que la pression croissante exercée sur nos ressources naturelles nous impose d'agir avec détermination. Nous avons choisi d'insuffler une nouvelle dynamique afin que cette campagne ne soit plus seulement une succession d'activités, de plantations, mais qu'elle devienne un véritable mouvement national de mobilisation citoyenne. Notre ambition est que chaque Malienne et chaque Malien puisse se reconnaître dans cette campagne et puisse dire avec fierté: un arbre pour chacun, un Mali vert pour tous. Le partenariat exemplaire engagé avec le ministère chargé de la jeunesse traduit notre conviction que la citoyenneté environnementale doit devenir une véritable culture nationale. Nous voulons que chaque jeune soit un ambassadeur de la protection de l'environnement. Nous voulons que chaque école, chaque université, chaque quartier et chaque village deviennent des espaces de restauration de notre patrimoine naturel. Cette ambition se traduit également par plusieurs innovations majeures. Le challenge « Je plante mon arbre » invite chaque citoyen à planter au moins un arbre, à le protéger, à en assurer le suivi et à inviter d'autres personnes à rejoindre cette dynamique. La cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Elle a surtout été marquée par la remise des plans à plusieurs organisations du pays, suivie d'un sketch de sensibilisation de la troupe Nyogolon et la prestation de l'artiste Mamadou Dambélé Dabara. Après l'arrondissement 6, direction l'arrondissement 2 du district de Bamako pour parler d'une militante Ansar résidente aux Pays-Bas. Et elle s'appelle donc Traoré Fatenen Diallo qui vient de mémoriser le Saint-Coran en cours à l'espace de 2 ans. Cet acte de foi rendu possible grâce à son courage et à sa détermination. Donc cet acte mérite d'être célébré. Raison de cette cérémonie tenue en son honneur ce samedi 25 juillet 2026 à la devanture de la famille de Feu Elhadj Ouedji Diallo à Nyarela, à l'arrondissement 2 du district de Bamako. Le point avec Samaïra Sanogo. L'exécution de l'hymne national du Mali, suivi des poèmes en cours, donne le top départ de cette cérémonie, certes modeste mais pleine de spiritualité. À travers elle, on célèbre l'exploit et le courage de Traoré Fatenen Diallo qui, après l'étape de la langue arabe, vient de mémoriser le Saint-Coran en cours. Je me rappelle, il y a quelques années, donc elle avait appris le Coran, voilà, donc à travers l'application WhatsApp. Voilà, donc sur cette même place, on a eu à faire une cérémonie grandiose. Voilà, donc afin d'encourager d'autres personnes, voilà, donc à imiter ce qu'elle avait fait à l'époque. Donc cette fois-ci, c'est encore l'apprentissage du Coran, mais cette fois-ci en langage Ngo. Voilà, donc Ngo, d'après quand même pas mal de spécialistes, c'est la seule écriture, voilà, donc qui peut nous permettre réellement de transcrire clairement, voilà, donc nos langues nationales qui sont à notre niveau ici. Voilà, donc du coup, cette cérémonie constitue en quelque sorte la clôture. Voilà donc, cette action qui est vraiment spéciale. Et l'enseignant qui a épaulé déjà Madame Traoré dans cette action s'appelle Oumar Traoré. Donc c'est un des prédicateurs, voilà, donc de l'association Ansardine, donc qui existe au niveau du comité de Nyamakoro, Chabougouni. Voilà, donc j'encourage vraiment d'autres personnes à suivre déjà ces pas. Native de Ganadougou dans la région de Sikasso, une malienne résidente aux Pays-Bas, Traoré Fatenen Diallo est une militante Ansar engagée à connaître davantage sa religion. Chose qui se justifie par cet exploit qui fait d'elle l'une des rares femmes à avoir mémorisé le Saint-Coran en cours. Quand on lit le Coran en cours, parce qu'on peut dire que c'est notre langue. C'est vrai que c'est à Maninka, mais c'est presque la même chose que le Bambara.
Donc moi j'ai déjà lu le Coran en arabe, donc il y a une grande différence. Donc maintenant quand je lis en co, donc je comprends beaucoup de choses. Parce que moi-même je ne parle pas arabe. Mais alhamdoulilah, je sais lire le Coran, mais je n'ai pas étudié l'arabe. J'ai lu le Coran. Mais maintenant, j'ai lu le Coran en cours, donc c'est presque ma langue. Donc je comprends à peu près 50% ou bien plus. Donc vraiment, c'est une satisfaction. Ça améliore encore ma foi. Ça améliore aussi ma connaissance. Ceux qui ont peur, je vais dire que c'est très facile. Mais seulement ça demande du courage. Comme les gens disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tout le monde a le temps. Le temps, on le crée. Sinon, moi-même, je ne suis pas ici. Je vis en Hollande, aux Pays-Bas. Donc là, on n'a pas le temps. Mais on crée le temps. Venus de partout pour être témoins de cet instant précieux, les différents intervenants se succédant à la parole se sont tout d'abord réjouis du mobile réel de la cérémonie avant de saluer la ténacité de Traoré Flattenet Diallo pour le travail remarquable. Dire que un Malien qui se trouve à l'extérieur du Mali ait la foi pour la religion musulmane comme elle, vraiment, je n'en ai pas vu, sincèrement parler. Elle se sacrifie tellement pour cette religion et pour les Ansars. Elle nous a tous convaincus de suivre le guide Chérif Madane Ousmane Aïdara. Vraiment, moi je suis très très content de ça. Très très honoré. Parce que dire que c'est un membre de notre famille, une Diallo, qui vient du Ganadougou, à la région de Sigasso, vraiment, qui maîtrise le Ngo comme ça, vraiment. Là, je suis très très content de ça aussi. Toute la famille est honorée de ça, sincèrement parler. Et très fière d'elle. Vraiment, elle a nos bénédictions et qu'elle puisse encore aller plus loin. Au-delà des interventions meublées, des témoignages sur la détermination et la bonne volonté de Traoré Flattenet Diallo, d'autres temps forts de la cérémonie ont été la remise de cadeaux à l'enseignant formateur, d'une attestation de reconnaissance à la bonne dame, le tout magnifié par des démonstrations en karaté. Côte d'Ivoire présent entre effervescence et recueillement, c'était à la faveur du Mauloud Nabawi, justement le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde à l'occasion d'une grande cérémonie de prière et de bénédiction organisée par l'ADN Côte d'Ivoire. Dans le cadre du Mauloud Nabawi, des milliers de fidèles venus de plusieurs horizons se sont rassemblés autour de son éminence Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, guide spirituel des Ansars, pour un moment de communion. Donc les 10 événements a été placé sous le thème, sous les signes de la paix, de l'unité et de la fraternité. Au cœur des interventions, les leaders religieux et responsables communautaires ont appelé au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La cérémonie a également été marquée par des prières pour la consolidation des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger Zadis, le pays de l'AUS. Moussa Fomba avec notre envoyé spécial, Bouya Diaguele Koulibaly. Grande cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Félicia de la capitale ivoirienne a accueilli cette cérémonie spirituelle d'envergure, porteuse d'un message fort d'unité et de fraternité. Rencontre organisée dans le cadre du Mauloud Nabawi par l'ADN Côte d'Ivoire. Elle était consacrée à une séance de prière et de bénédiction pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est aux environs de 17h que le guide spirituel des Ansars, son éminence Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, a fait son apparition au stade Félix Houphouët-Boigny. Une entrée saluée par une immense clameur populaire, accompagnée des cantiques des chantres. Le président du Haut Conseil islamique et guide spirituel des Ansars prend ensuite place au podium. Le ton de la cérémonie est donné par les griots,
venu souhaiter la bienvenue à son éminence à Seyeda Chérif Ousmane Madane Haïdara. Les représentants de l'ethnie fondatrice d'Abidjan ont également exprimé leur profonde gratitude à son éminence pour avoir organisé cet événement dans leur cité. Et tout ce qu'on devait faire, on doit remercier le Seigneur qui a voulu aujourd'hui que nous sommes là. Et nous aussi, on demande à Seigneur pour bénir cette cérémonie. Notre frère allemand, l'homme de Dieu, qui s'est déplacé vers nous voir, pour que le Seigneur le bénisse, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie, pour que l'amour est entre nous et les Ivoiriens et les Maliens, que ce soit amour profond. Vraiment, on remercie Allemand qui est venu. Et d'après nous, on dit Akwaba. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, le guide spirituel des Ansars constitue un trait d'union entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il a rappelé les liens fraternels qui existent entre les deux pays et remercié les Ivoiriens pour leur hospitalité envers les millions de Maliens établis dans le pays. Le Mali et la Côte d'Ivoire ne sont et ne doivent faire qu'un seul pays. Aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés sont passagères. Donc ensemble, agissons pour que la paix revienne, pour que l'entente revienne entre les deux pays. Prions et continuons à poser des actes concrets pour que nous puissions davantage profiter de ces liens culturels, spirituels et séculaires qui lient le Mali et la Côte d'Ivoire. Comme on le dit, c'est les Djatigi ici. Akwaba, Monsieur le Président, bon séjour et bon retour. Pour le parrain de la cérémonie, Cheikh Ladjine Ndiaye, natif de Grand Bassam, et accompagné du grand imam Cheikh Ibrahim Ndiaye, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara représente un modèle et un visionnaire qui inspire par ses actions. Selon lui, la présence du guide spirituel des Ansars constitue une chance pour la Côte d'Ivoire. Une somme de 10 millions de francs CFA a été remise par le parrain au nom de la famille Ndiaye aux Ansars de Côte d'Ivoire. Pour notre très cher Cheikh Ousmane Chérif Madane Haïdara, notre guide, notre aimé, notre frère, qui ne cesse de nous magnifier en l'islam, en l'humanité, qui ne cherche à nous guider sur le droit chemin, qui nous apporte le sens de l'islam, le sens de la moralité et le sens de l'humanisme. Et cela nous convie pleinement, en tant que des musulmans, des croyants, qui fait notre fierté dans le monde, en Afrique, je dirais partout dans ce monde. Il fut un modèle, un exemple que le monde entier doit s'en souvenir de ce grand homme d'esprit, d'idéologie. Il est un homme de qualité, exceptionnel, visionnaire, passionné, pardonneur, qui fit l'incarne de ce prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui nous fascine, qu'on fait qu'aujourd'hui, on accepte d'être avec lui et d'être à ses côtés, le soutenir, corps et âme et corps, pour dire que nous sommes avec lui. On demeure avec lui, on sera avec lui, par sa conviction de l'idéologie islamique. Le représentant du docteur Eugène Aka Aoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Badra Ali Konaté a adressé ses sincères remerciements à son éminence Seyeda Chérif Ousmane Madane Haïdara pour avoir choisi le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire comme patron de la cérémonie malgré son appartenance chrétienne. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici, à cette grande rencontre de foi, de recueillement et de fraternité. Ma présence parmi vous procède d'un attachement sincère et profond à tout ce qui, dans notre pays, touche l'élévation de l'homme, touche la religion, touche le raffermissement des valeurs morales et la consolidation de la paix. Elle traduit également l'esprit particulier que je porte à la grande communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais aussi à la grande communauté en Sardine de Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. Elle traduit également la sincère relation que j'entretiens avec Cheikh Madane Chérif Haïdara, qui lors de son
ce jour passé m'a rendu une visite au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cheikh Aïdara, le président Akaolé te dit merci. Merci de l'avoir choisi comme haut parrain de cette grande cérémonie, de ce grand Maouloud. Cela démontre ta hauteur. Parce qu'il faut préciser que le président Akaolé est chrétien. Donc choisir un chrétien pour être le haut parrain de ce Maouloud, cela démontre votre grandeur, cela démontre votre grandeur spiritualité. À 18h précises, son éminence Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara prend la parole. Le président de la Oumma islamique rend un vibrant hommage à son excellence M. Alassane Ouattara pour son soutien sans faille à cette cérémonie spirituelle. Il a également exprimé sa gratitude aux leaders religieux de toute sensibilité, aux parrains et à la marraine pour leur disponibilité. Le guide spirituel des Ansar a formulé des bénédictions pour le renforcement des relations entre les autorités du Mali et de la Côte d'Ivoire, deux pays frères liés par l'histoire et la géographie. Fervent défenseur d'un islam de paix et de tolérance, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara a rappelé les valeurs fondamentales de cette religion, notamment la paix, la cohésion sociale et le dialogue entre communautés. Des bénédictions ont été formulées par le président de la Oumma islamique du Mali. Une minute de silence où Adara a été observé pour la paix en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la sous-région. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivie de la bénédiction collective, a marqué la clôture de cette grande cérémonie spirituelle. Nous restons en Côte d'Ivoire pour vous proposer le condensé de l'actualité internationale. C'est en plus bref et en images, commenté par Moussa Fomba. Près de 3 ans après la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, le président nigérien Abdourahmane Tiani estime que les blessures doivent encore être guéries avant toute décision de réouverture. Les deux pays ont toutefois engagé un rapprochement depuis la visite du président béninois Romy El Wardani en juin. Lors d'une longue interview diffusée par la télévision publique, le général Tiani a reconnu l'existence d'une volonté de rapprochement entre les deux pays, tout en affirmant que certaines conditions devaient être encore remplies. Beaucoup d'eau a coulé sur les ponts, il y a des traces, il y a des blessures qui devront être pensées et correctement traitées avant de prendre la décision irréversible d'ouvrir la frontière, a-t-il déclaré. La frontière entre le Bénin et le Niger est fermée depuis juillet 2023. Les autorités nigériennes avaient accusé le Bénin de collaborer avec la France pour déstabiliser le Niger, des accusations rejetées par Cotonou. Le 25 juillet, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé son parti politique baptisé Kiraay, ce qui signifie refuge en Wolof, langue locale. Dans son discours, le dirigeant sénégalais a souligné que le parti présidentiel aspirait à être le défenseur des citoyens et des institutions, conformément à la promesse qu'il avait faite lors de la cérémonie de prestation de serment, tout en veillant à ce qu'il reste ouvert à tous les Sénégalais, tant dans le pays qu'à l'étranger. Aminata Touré, présidente du comité d'initiative chargé de sa création, a annoncé que 437 mouvements et partis politiques s'étaient unis pour créer cette formation. La création du Parti patriote républicain par Bassirou Diomaye Faye a officialisé la rupture qui s'était creusée depuis plusieurs mois entre lui et son ancien allié Ousmane Sonko, chef du parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, sous la bannière duquel ils étaient arrivés ensemble au pouvoir en 2024. Plusieurs membres du parti de l'opposition Alliance pour la République de l'ancien président sénégalais et candidat au poste de secrétaire général de l'ONU Macky Sall ont également rejoint le mouvement de Faye. Donald Trump maintiendrait des distances avec Benjamin Netanyahou, dont les demandes de rencontre resteraient sans réponse depuis plusieurs semaines. Cette rupture inhabituelle intervient après des désaccords, notamment sur une possible vente de F-35 à la Turquie. Depuis plusieurs semaines, le premier ministre israélien chercherait à obtenir un nouvel entretien avec le président américain sans succès. Selon le Wall Street Journal, la Maison-Blanche ne serait pas pressée de fixer une date, Donald Trump cherchant à éviter une rencontre avec son allié historique. Cette situation marque un contraste avec les mois précédents, durant son premier mandat. Puis, après son retour à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou figurait parmi les dirigeants étrangers les plus reçus dans le bureau ovale, avec 6 rencontres en seulement 1 an et demi.
Selon le Wall Street Journal, cette prise de distance serait notamment liée aux critiques exprimées par le Premier ministre israélien concernant une éventuelle vente d'avions de combat F-35 américains à la Turquie, une opposition qui aurait irrité Donald Trump, favorable à un rapprochement avec Ankara. Les funérailles du sénateur Lindsey Graham, proche du dirigeant israélien, auraient pu offrir une opportunité de renouer le dialogue entre les deux hommes, mais la Maison-Blanche aurait fait comprendre que le président Netanyahou n'était pas attendu. Alerté sur les risques diplomatiques et économiques d'une escalade avec l'Iran, l'administration Trump aurait choisi de suspendre ses projets. Le président des États-Unis, Donald Trump, aurait décidé de ne pas lancer une nouvelle phase d'escalade militaire contre l'Iran, alors qu'il envisageait, encore récemment, une opération d'une ampleur inédite, rapporte le 25 juillet le New York Times. L'une des principales préoccupations concerne les réserves américaines de missiles intercepteurs patriotes, ainsi que d'autres moyens de défense aérienne déployés au Moyen-Orient. D'après les responsables de l'administration, une extension des opérations militaires aurait pu affaiblir la protection des bases américaines présentes dans la région. Selon le quotidien américain, la question des stocks d'armement a été abordée lors d'une réunion réunissant Donald Trump, des membres du gouvernement et les plus hauts responsables militaires. Au cours de cette rencontre, le chef d'état-major des armées, le général Dan Cain, aurait expliqué qu'une reprise d'opérations militaires de grande envergure contre l'État iranien restait possible, mais qu'elle risquerait d'entraîner une diminution préoccupante des réserves de missiles intercepteurs des États-Unis. Alors, ce journal touche quasiment à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner comme tous les jours. Ne partez pas d'un mois à l'autre. Vous avez rendez-vous avec le journal Bamanankan, une présentation. Moussa Fomba suivra également votre émission hebdomadaire intitulée Jeunesse et Développement. C'est à 19 h. Que Dieu nous bénisse et que la semaine débute en toute convivialité.